Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble en direct pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Bruno Pomar, maire de Belleflou, ancien membre fondateur du RAID, bonjour. Bonjour. Éric Verhaeghe, entrepreneur fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, bonjour à vous. Bonjour. Dominique de Montvalon, journaliste politique, bonjour à vous également. Bonjour. Et Éric Julie, président fondateur du cabinet de conseil en communication Clé, bonjour à vous. On va parler des 5 ans de Charlie Hebdo, de l'attentat de Charlie Hebdo, mardi 7 janvier aujourd'hui. Eh bien, c'était il y a tout juste, c'était à peu près en ce moment, à la même heure qu'on apprenait qu'il y avait eu un attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, 12 morts ce 7 janvier 2015. Où en est la menace terroriste aujourd'hui? Et puis surtout, où en est-on de l'esprit Charlie et de la liberté d'expression? Est-ce qu'elle a reculé en France? Et puis évidemment, on va reparler de la réforme des retraites. Il semble qu'il y ait quelques avancées. L'âge pivot va-t-il être abandonné? On va en parler avec vous, 0826 300 300. On va commencer avec ce qui a retenu votre attention en bien et en moins bien dans l'actualité. Dominique, on commence avec vous. Dominique de Montvalon. Bien, je voulais attraper au vol une actualité de ce matin. La justice japonaise, a donc émis un mandat d'arrêt contre la femme de Carlos Ghosn. Ouais. Alors, juste un mot pour dire, dans l'affaire Carlos Ghosn, pour ce que le citoyen moyen, je me range là-dedans, en a compris jusqu'ici, il y a des possibles malversations personnelles je parle de Carlos Ghosn, d'un homme grisé qui a abusé familialement, personnellement, de l'argent dont il pouvait disposer. Et puis il y a évidemment une bataille industrielle d'une violence et d'une ampleur considérable. Les Japonais défendent Nissan et les anciens cadres de Nissan ont lâché ou trahi, je ne sais pas, leur ancien patron, Carlos Ghosn. Ça nous a permis au passage, si j'ose dire, de vérifier que personne n'a envie de tomber dans les mains, quels que soient les reproches ou les... Non, on peut comprendre, même entre les mains de la justice japonaise. Alors maintenant, on attaque la femme parce qu'on n'a pas réussi à attraper le mari. Ouais. Je trouve ça... c'est de la démocratie. Les Japons, c'est de la démocratie... au minimum très autoritaire, et plaise au ciel que nous ne tombions pas entre leurs mains. Eh bien, une réaction sur Carlos Ghosn? Je ne veux pas du tout parler du fond des malversations éventuelles, mais ce qui me frappe... j'ai insisté. Ce qui me frappe beaucoup dans cette affaire, c'est le fait que Carlos Ghosn, qui était une espèce d'extraterrestre toujours dans son avion, finalement n'a été soutenu par personne. Ni par les pouvoirs publics, ni français, actionnaire de Renault par ailleurs et du groupe, ni par ses salariés, ni par les organisations syndicales. Il a été totalement et d'emblée, avant même qu'on connaisse tous les faits qui lui ont été reprochés, isolé. Et ça, je pense que ça pose beaucoup de questions par rapport à sa situation et aussi par rapport à sa communication et à son espèce d'extraterritorialité qui fait que finalement il n'avait aucun soutien. Au bout du compte, il n'a eu aucun soutien. Il était partout, donc il était de nulle part. Si ce n'est peut-être celui que lui a donné l'argent dont il dispose, qui lui a permis de se faire enlever, entre guillemets, dans des conditions assez particulières. Il a quand même du talent. Je conteste pas. Mon cher Dominique, je ne conteste pas son bilan. Non, je parlais uniquement de ce constat. De ce constat du fait qu'il est... Pour aller dans votre sens, en même temps, quand on voit les problématiques de la France économique et les gens qui crèvent la dalle, si vous voulez, le problème Ghosn, il intéresse qu'une espèce d'élite, comme d'habitude, et tout le monde s'en fout. À laquelle je fais partie. Non, pas de vous directement, mais c'est vrai, ça amuse les médias, mais bon, en même temps, c'est pas vraiment les problèmes des Français. Alors, dites-nous, Bruno... Ça pose la question de ceux qui nous dirigent. Et Dieu sait que sur un mode hyper critique ou plus indulgent, c'est la grande question qui traverse nos sociétés. Vous vouliez pas parler de ça, vous, de je voulais parler, mais Dominique en a parlé, mais moi je voulais en parler de façon opérationnelle avec l'exfiltration qui a été faite. Je voulais des détails, parce que j'ai appelé mes amis des services spéciaux, Michael Taylor et compagnie. Mais ça c'est connu, de toute manière, les exfiltrations se sont faites de tout temps, même dans la France-Afrique du temps de Chirac et de Pasqua et autres. Ça a toujours existé, évidemment. Quand on a de l'argent, en plus on peut facilement se faire exfiltrer, ça c'est sûr. Les deux personnages qui ont fait la mission l'ont bien faite, effectivement. Bon, ça c'est à la limite, c'était facile. Non, je voulais faire moi sur un sujet, je vous le dis encore une fois, Ghosn ne m'intéresse pas du tout, sur un sujet qui intéresse beaucoup plus la France, les Français et la jeunesse, parce que vous savez que je suis très investi dans ce domaine, c'est le service national universel.
Ça n'a rien à voir avec Ghost. Ce qu'a mis en avant... on s'attendait à ce que vous nous disiez quelque chose sur l'exfiltration. Non, mais vous le savez, les journaux s'en sont... Alors dites-nous 2 phrases. 2 phrases. Michael Taylor, c'est un spécialiste d'exfiltration, un ancien des forces spéciales des SEALs et des nageurs de combat américains et autres, qui est spécialisé, comme le sont beaucoup d'anciens militaires qui ont appartenu aux opérations spéciales. Il y a des anciens du RAID, comme chez moi, ou du GIGN, qui, effectivement, vendent leur savoir-faire pour travailler sur des coups d'État, s'il y a nécessité, mais on le voit moins maintenant. Sur des exfiltrations, ça existe, pour des enfants qui ont été kidnappés et autres, ça aussi, ça existe. Voilà, c'est que des anciens des forces spéciales qui sont, c'est le cas de dire, spécialisés dans ce genre d'opérations. Et... Il y a une adresse mail où on peut... Oui, pourquoi vous voulez me faire exfiltrer, cher ami ? Vous avez des projets ? Voilà, mais voilà, ça a marché, ça a marché. Mais pour lui, ça a dû lui coûter quand même un petit peu d'argent. Oui, mais enfin, quand il s'assoit sur sa caution de 9 millions de dollars, oui, non, mais c'est pour ça. Il n'en est pas à quelques millions près. C'est un détail. Entre la liberté et 9 millions de dollars, c'est un détail, oui, absolument. Non, ce qui m'importe, c'est ce fameux service national universel. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire là-dessus ? C'est quelque chose d'important. Vous savez que Macron, lors des vœux, l'a signalé. Il tient beaucoup. Alors, comme on lui tape dessus avec les retraites et avec tout un tas de sujets, je pense que le SNU est une vraie réponse pour notre jeunesse. Et moi, je suis dans ce secteur à fond pour aider notre jeunesse à avancer. Et ça répond en même temps à toutes ces problématiques qu'on rencontre tous les jours, communautarisme, radicalisation, etc. Il y a un travail énorme qui doit être fait dans notre pays, c'est de l'éducation pour notre jeunesse. Et je pense que le SNU est à point nommé. Il est en plein développement. Il y a pas mal de centres qui vont ouvrir en France. Et je crois que c'est une très belle chose pour les enfants de 16 ans et plus qui vont pouvoir participer à ce dispositif. Je crois que c'est un beau moyen de faire avancer notre société et surtout éduquer et aider nos jeunes à aller de l'avant et sans perdre pied. Mais ça a donné quoi depuis un an ? Écoutez, il y a eu un test qui a été fait avec 2000 jeunes. C'est en cours. Il y a des jeunes qui vont rentrer en formation, voire en apprentissage dans les structures. Et là, il y en a 40 000 qui sont prévus dans des dispositifs. D'ailleurs, le dispositif que je dirige va en être également. Ah, voilà. Je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Mais je le fais parce que je trouve que ça va dans le bon sens. Quelle image de la France durant une belle image. C'est le respect des institutions, des choses simples, des choses peut-être que beaucoup de gens ont complètement oubliées. Mais je pense que même si c'est que 15 jours et qu'on montre aux enfants ce que sont les institutions, le respect des institutions, la France, elle avance mieux dans ce sens que dénigrer sans cesse les politiques, même si peut-être un peu l'autorité aussi. Et l'autorité, le cadre, l'autorité. Je crois qu'on a besoin de ça pour notre jeunesse, même si ce n'est que 15 jours, c'est plus l'armée, mais c'est un sujet qui me paraît important pour notre jeunesse. Éric Verhaeghe, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, puisque en fait, sur une radio concurrente de celle-ci, mais bien moins prestigieuse, le Premier ministre a donné une interview. Oui, on a préféré leur laisser le Premier ministre. Personnage secondaire de la République. Et donc, il a déclaré que les Français payaient trop d'impôts. Alors, je voulais saluer cette phrase, parce que c'est bien d'abord qu'ils s'en rendent compte. C'est une phrase. Au bout de 3 ans de présence, pratiquement, à Matignon, de 2 ans et demi, c'est pas mal de le dire. Et ils les ont allégés, quand même. Et donc, en effet, il a annoncé qu'il y aura un allègement. Le sujet, c'est quand même que, au-delà des allègements ponctuels qui peuvent exister, on voit pas bien aujourd'hui quelle est la stratégie du gouvernement pour tenir compte de ce trop-plein d'impôts qui existe. Oui. Et on aimerait bien, moi je trouverais sympa que enfin on passe à l'acte et qu'on nous explique comment. Rappelons quand même qu'en Allemagne, en 3 ans, il y a une vingtaine d'années, en 3 ans, les Allemands ont accepté 10 points de PIB de baisse de dépenses publiques d'un coup. C'est-à-dire, nous, Macron avait promis 3 points, sur 5 ans, c'est-à-dire en gros 15 fois moins d'efforts que les Allemands, et on n'y arrive pas. Nous ne sommes pas les Allemands. Non. Regardez la réunification. Nous sommes beaucoup mieux que les Allemands, et donc on pourrait faire beaucoup mieux qu'eux. Éric Julie. Sur ce point-là, sur les impôts, j'ai entendu le Premier ministre ce matin qui disait, parce qu'on lui a reproché, la personne qui l'interviewait lui disait, oui, les plus pauvres et les plus riches ont vu des baisses d'impôts, sauf que les classes moyennes sont celles qui sont à la peine. Ce qui est pas, c'est pas exact. Il y a eu des baisses d'impôts qui sont encore en cours. Le problème, c'est d'ailleurs ce que sous-tend Éric. L'autre Éric, c'est qu'on ne voit pas à terme la baisse de dépenses qui permettrait de compenser des baisses d'impôts et de générer, de consolider des baisses d'impôts. Et donc le risque, c'est que ça reparte à la hausse à la première occasion, parce qu'on n'a pas fait cet effort de baisse. Mais en même temps, on voit bien que dans ce pays, c'est extrêmement compliqué
d'arriver à faire des baisses, parce que je suis convaincu que si on continue à débattre, on va faire la liste des dépenses qui seraient nécessaires dans les hôpitaux, dans l'éducation, etc. Et donc, c'est un problème... Pour l'instant, les Français veulent tous des baisses d'impôts, mais presque tous l'augmentation des dépenses pour des motifs extrêmement honorables. Pas du tout. Allez, Éric Julier, votre... Alors moi c'est une indignation, enfin c'est exactement quelque chose qui... c'est un événement qui a lieu ce soir à 19h, dont je vais faire d'une certaine manière la publicité, et qui s'appelle Bonne année sans BlackRock. Qui est organisé par Ruffin et Fakir. Moi, ils fêtent la bonne année comme ils l'entendent. Ce que je trouve regrettable, c'est cette tendance désormais irrésistible à réduire les choses, à diaboliser et à toujours vouloir des symboles qui n'en sont pas. Parce que, en l'occurrence, le 2 janvier, à la suite de la publication au journal officiel de la promotion comme officier de la Légion d'honneur de Jean-François Cirelli, le président de BlackRock, il y a eu 100 000 tweets, 100 000 tweets et 500 retombées presse sur deux choses qui n'existent pas. D'abord, le fait que ce serait un cas particulier, spécifique d'avoir nommé l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre, l'ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, l'ancien vice-président d'Engie, comme officier de la Légion d'honneur. Le plus surprenant au regard des critères actuels, c'est plutôt qu'il ne l'ait pas déjà eu, que le fait qu'il l'ait maintenant. Et deuxièmement, que BlackRock serait un fonds de pension qui profiterait de la réforme, alors que BlackRock ne gère pas de fonds de pension, contrairement à ce qui a été dit. Et ça suffit à déclencher cette espèce de réduction du débat à des symboles et à des choses qui ne reposent sur rien, qui sont consternants. Et ça sont les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, mais c'est consternant. C'est organisé. C'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est aussi les médias. Et plus que ça, notamment à 75% par France Insoumise. Il faut parler clair. Oui, mais en même temps, en parlant de ces décorations, c'est encore une fois, et vous l'avez très bien dit à l'instant, regardez les 92 ou 95 000 personnes qui ont la Légion d'honneur. Je l'ai eu au feu, moi, la différence de bon nombre de personnes. Je l'ai, mais pas au feu. Oui. Non, mais c'est pour dire. Souvenons-nous de l'histoire de la Légion d'honneur. Napoléon, je ne vais pas la refaire, je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire, mais on le sait. Il y a quand même un paquet de gens qui l'ont et qui n'ont pas lieu à l'avoir, tout simplement. Donc arrêtons de dire que le gars, il a révolutionné la France. Excusez-moi, mais moi ça me gêne beaucoup. Et on ne voit que les élites, les 92 000 personnes, vous le reprenez, il n'y a que des élites qui ont la Légion d'honneur. Non, pas que, il y a des gens d'associations. Mais je suis d'accord avec vous. Mais je suis d'accord avec vous que quand on regarde la liste, c'est ceux qui emmerdent les Français. Non, mais le sujet que je soulevais n'est pas là. Le sujet que je soulevais n'est pas là. Que l'on conteste de manière générale les critères d'attribution de la Légion d'honneur, qu'on conteste même l'existence de la Légion d'honneur, pourquoi pas ? Chacun est libre. Mais on peut faire un débat. Là, je suis d'accord avec vous, on peut dire qui le mérite et pas. Mais que l'on prenne un cas particulier, qu'on sort totalement de son contexte pour en faire un symbole de complotisme c'est absolument consternant. Et ce qui est le plus consternant, c'est que ça ait de telles répercussions. En même temps, tous les éléments sont là. Il a été directeur de cabinet du Premier ministre. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la caste qui se... Mais enfin, on peut dire ce qu'on veut. C'est peut-être concernant, mais c'est la vérité. C'est la caste. On continue. On va débattre dans un instant. Avec vous, on va parler de la caste s'autopromeut. Commémoration donc de l'attentat de Charlie Hebdo. Où en est-on aujourd'hui de la lutte contre l'islam radical et en particulier, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un recul de la liberté d'expression? Qui aujourd'hui publierait ces caricatures de Mahomet? On en parle avec vous, 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez André Berkoff qui est en pleine forme, je peux vous l'assurer, à partir de midi. Il y a 5 ans, 12 personnes étaient assassinées le 7 janvier, c'était en 2015. Force est de constater que l'hydre islamique, comme l'a appelé le président de la République, est toujours là. C'est les mots qu'il avait employés en octobre au moment des attaques de la préfecture de police. Je remarque qu'il n'a pas prononcé le mot d'attentat islamiste pour ce qui
s'est passé ce week-end. Il a parlé de. Quand même saisi, le procureur a été saisi. Ils ont mis un petit peu de temps. Chez lui des éléments. Mais c'est vrai qu'il y a eu Mera. Hier, j'avais Marie Cabrette qui travaille à la rédaction de Charlie Hebdo, qui s'occupe de la mémoire de Charb, qui a publié Qui veut tuer la laïcité. Et son livre est assez glaçant et saisissant parce que ça remonte à quand même 30 ans, tous les renoncements et tous les dénis qu'on a pu avoir face à cet islam politique qui, aujourd'hui, tente d'arriver en France. Et le lien entre islam politique et terrorisme, il peut être fait très clairement. Mais avec lequel ont joué tous les politiques, de gauche en Bien particulier, mais jusqu'à Sarkozy, avec les frères musulmans, qui sont quand même un petit peu, l'ADN de toutes ces problématiques que nous rencontrons dans notre pays et ailleurs. Ouais. Et je pense que cette mouvance des frères musulmans ne fait que, comme une hydre, se fondre dans la population de façon très insidieuse, et c'est un véritable souci pour notre société. Les services de renseignement le savent, les renseignements territoriaux, la DGSI et autres, tout le monde le sait. Les politiques en ont joué, en pensant que c'était avec l'UOIF, c'était la chose la plus équilibrée pour pouvoir avoir des entrées avec le monde musulman, etc. Je pense qu'ils se sont toujours plantés, et on continue d'ailleurs, puisqu'on laisse faire cette mouvance des frères salafistes, des frères musulmans. Rappelons-nous tout simplement les Tariq Ramadan et tout ce qui ont été Al-Banna, qui a été quand même le régisseur de toute cette mouvance salafiste et qui prospère toujours. Et c'est un vrai souci, je pense, dans nos quartiers. Les renseignements en sont soucieux, et je pense que les politiques doivent prendre la mesure de cette problématique. C'est une phrase de politique, ça. Les politiques doivent prendre la mesure. Ils ne la prennent pas. Quand on voit qu'à Évry, c'est Pierre qui me signale ça, et je ne l'avais pas vu, la commune de Lys dans l'Essonne, le club de foot a été fermé pour problème de comptabilité officiellement, seulement que la réalité est tout autre, puisque on parle de communautarisme, de radicalisation. On a retrouvé des tapis de prière, des djellabas, des Corans dans les vestiaires de foot, et c'est des parents qui ont alerté en disant que les enfants parlaient de l'islam en rentrant du foot. Donc il y a du prosélytisme qui est fait. Mais en même temps, les politiques ont peur qu'on fasse le lien avec l'islamophobie et tout un tas de... C'est terrible en même temps ce qui se passe actuellement. Je pense que là-dessus, je trouve que le sujet est intéressant, puisque comme vous le savez, c'est ouvert hier devant une cour d'assises spéciale à Paris, le procès des réseaux qui ont porté l'attentat contre Charlie Hebdo, notamment le réseau d'Aulnay-sous-Bois, le réseau de Sevran, où des jeunes musulmans qui sont souvent proches de la délinquance basculent un jour dans le terrorisme. Et il y a en effet le soutien au terrorisme, et le soutien notamment à des départs massifs vers la Syrie. Et il y a aujourd'hui un sujet qu'on refuse, qu'on nous intime de ne pas aborder. C'est le lien qui existe entre la pratique de l'islam au jour le jour et la tentation salafiste, et notamment la tentation djihadiste. Et il est un fait qu'on refuse, qu'on n'a pas le droit d'évoquer parce qu'on est tout de suite accusé d'islamophobie, c'est qu'il y a bien entendu une géopolitique du terrorisme salafiste, du terrorisme islamiste, mais il y a aussi une complicité d'un certain nombre de jeunes qui sont minoritaires, mais qui existent au jour le jour dans nos banlieues, et qui se sentent plus proches de l'État islamique que de la France, et qui choisissent de suivre ou de soutenir l'État islamique dans sa croisade contre la France. Et ce sujet-là, on refuse de l'aborder, mais c'est un sujet qui doit être mis sur la table. Parce que la question, c'est comment, au jour le jour, ça peut se produire. Et derrière, nous avons tous cette injonction paradoxale qu'il est aussi interdit d'aborder, mais dont on connaît la nature, qui est que, en réalité, le salafisme et le terrorisme islamiste, ce sont des armes que les services secrets occidentaux utilisent pour déstabiliser des régimes que nous n'aimons pas au Moyen-Orient, avec un financement large de l'Arabie Saoudite et parfois du Qatar. Et que c'est évidemment très compliqué d'aller chercher des contrats à plusieurs millions, centaines de millions en Arabie Saoudite, et en même temps dire nous refusons... Nous combattons le salafisme, parce qu'on sait que chaque fois qu'on signe un contrat avec l'Arabie Saoudite pour faire de l'emploi en France, la contrepartie, c'est qu'une partie de l'argent ira financer des mouvements terroristes dont certains sont actifs sur notre sol. Et le sujet aujourd'hui, c'est notre stratégie vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, qui est le grand pourvoyeur de salafisme dans le monde. Oui, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, vous avez raison. Au niveau économique, c'est un lien. Qu'est-ce qui a changé ? On a une auditrice qui nous dit, Laurence nous dit, malheureusement, il semble que depuis tous ces horribles attentats, rien n'a été fait, bien au contraire. Si, il y a un travail considérable qui a été fait par les services de renseignement, quoi qu'on dise. Les attentats de masse, j'ose espérer que c'est fini. Pourquoi ? Tout simplement parce que les services de renseignement se sont fort bien adaptés
c'est le cas de dire, à avoir beaucoup plus de renseignements au niveau international et autres pour pouvoir exploser les cellules lorsqu'elles se mettent en marche. On l'a eu avec les affaires du Bataclan et autres. Ça, on ne le voit plus actuellement. Ce qu'on voit actuellement, c'est cette espèce de terrorisme fuyant, comme on a vu il y a 2 jours. Là, et ça, c'est d'une facilité du terrorisme que personne ne peut arrêter, pas plus les services de renseignement. Ils le disent eux-mêmes. Il faut être clair. Par contre, les gros attentats structurés, vu que Daesh quand même a pris un sacré coup sur le nez. Je vous trouve très optimiste. Non, mais je peux vous assurer, les services de renseignement font un gros travail. Oui, il y a un gros travail qui est fait, mais au-delà des attentats, la lutte contre le communautarisme, l'islam politique, etc. Il faut qu'aujourd'hui. C'est justement la remarque que je voulais faire. Ça, c'est le travail de la police et espérons que votre jugement soit le bon. Mais derrière, il reste la question de fond. C'est-à-dire, comme il n'est pas évidemment question d'interdire l'islam en France et d'interdire la pratique sereine et apaisée de l'islam, comment on empêche le passage à la radicalisation? Comment on empêche cette réponse, on l'a toujours pas. Et ça, cette réponse-là, on l'a pas. Alors, l'éducation, l'organisation du l'islam, la remise en cause de la loi jusqu'à maintenant. Oui, mais c'est pas l'État, c'est pas la police, c'est pas. Non, c'est pas la police, mais c'est le gouvernement qui. Mais le gouvernement, les pouvoirs publics qui doivent trouver des réponses. Allez, on se retrouve dans un instant, Dominique de Montvalon, on vous entendra, et puis on aura en ligne avec nous également Barbara qui nous appelle de Carcassonne, 0826 300 300. Qu'est-ce qui a changé depuis Charlie? Êtes-vous toujours Charlie? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui un journal prendrait le risque de publier cette caricature? Hier, Marie Cabrette nous disait un dessin contre l'islam sont des menaces de mort immédiates. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio, on parle des attentats d'il y a 5 ans à Charlie Hebdo. 11 personnes de la rédaction ont perdu la vie. Charb, T-News, Cabu, Wolinski, c'était des amis personnels, je dis. J'ai une pensée aujourd'hui très très forte parce que je me souviens du moment où on a appris ce qui s'était passé. Et puis un policier qui a été lui également tué au moment de l'attaque de Charlie Hebdo. 5 ans après, qu'est-ce qui a changé? On en parle avec vous, 0826 300 300. Dominique, on vous a pas entendu sur le sujet. D'abord, je m'associe à vos pensées. C'est plus que des pensées, je le sais, dans votre cas, le mot est faible. On n'arrive pas à croire, aujourd'hui encore, nous tous qui l'avons vécu, on n'arrive pas à croire à ce qui s'est passé. Pourtant, ça s'est passé. Il y a un avant et un après Charlie, parce que on les connaissait de près ou de loin. C'était des dessinateurs, on rappelle que c'était des dessinateurs, des dessinateurs. J'ose dire, quand bien même n'aurait-il pas été des dessinateurs, ça s'est passé au cœur de Paris, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Je voudrais ajouter une autre chose, c'est que je pense qu'il y a quand même un avant et un après Charlie, parce que depuis, alors on a souligné, je suis d'ailleurs d'accord que tout ça est encore très insuffisant et tout, mais quand même, à l'époque, quand ça s'est produit, il y a l'atrocité du meurtre collectif, etc., mais il y avait quand même des complaisances idéologiques très très fortes qui me paraissent, j'assume la dimension naïve de la chose éventuellement, mais qui me paraissent avoir quand même reculé insuffisamment. Pas beaucoup, non, je ne pense pas non plus. Lesquels Dominique? En quoi elles ont reculé? Non, quelle complaisance idéologique? Pas avec les tueurs au sens strict, avec le salafisme et la menace salafiste et la menace islamiste radicale. Je pense pas être déraper en disant ou avoir des trous de mémoire, c'est plutôt ça d'ailleurs. Mais à l'époque, je n'entendais pas un combat qui est très verbal peut-être pour le moment, mais il faut que ça passe par là et que ça aille au-delà. Je n'entendais pas dénoncer cette menace sur la République comme elle est aujourd'hui, insuffisamment mais fortement dénoncée aujourd'hui. Il y a une prise de conscience. Le meurtre de nos camarades de Charlie Hebdo a permis cette prise de conscience. Je le pense. Très relative à mon avis, puisque si vous me permettez, Dominique, moi j'ai même à cette antenne, il y a pas très longtemps, croisé un sympathisant, on va dire ça comme ça, de la France Insoumise, qui continue à dire que porter le voile à l'école, ce n'est pas choquant au vu de la laïcité. Et donc aujourd'hui, on a un sujet quand même, pas au terrorisme longtemps, mais qui est la sympathie de la France Insoumise ou d'une partie de l'extrême gauche
pour le salaire. Autant ils sont des bouffeurs de curés de première catégorie, et je dirais même de base, autant ce sont des défenseurs de la djellaba et de la barbe longue, bien sûr. Ce qui pose quand même un problème. Aujourd'hui, il y a au sein de la gauche, et notamment de l'extrême gauche, une forme d'empathie pour les frères musulmans qui est idéologiquement suspecte. Je précise, qui continue à l'être. Je partage votre avis, votre analyse, mais je dirais ceci, il y avait en face de ça, je plaide pas interminablement sur ce sujet, mais ce que j'appelle quand même un début de prise de compte, il y avait une passivité ou une neutralité globale. On ne mesurait pas le risque pour la République, le danger que représentait ce salafisme, cet islamisme radical pour les vies et pour la République, tout simplement, c'est-à-dire le bien commun de tous. Ouais. Alors, vous avez souligné, je le redis, je suis d'accord avec vous, que certains, vous citez par exemple la mouvance de la France Insoumise, c'est évident, n'en sont pas là. Disons que ce qu'il est convenu d'appeler dans un vocabulaire politique banal qui s'impose à moitié, mais je vais l'utiliser, la majorité silencieuse a fini par se rendre compte, c'est encore insuffisant, je l'ai dit tout à l'heure, a fini par se rendre compte qu'il y avait un danger pour tous, un danger pour la République, un danger pour notre bien commun. Les camarades entre guillemets, de la France Insoumise, ils peuvent plus prétendre représenter l'ensemble des Français. Voilà, c'est comme ça se passe dans le mouvement des idées, mais c'est encore très insuffisant. Mais la prise de conscience, elle l'était de la part des services de renseignement. Encore une fois, je reviens sur les spécialistes, mais de la part des politiques, il y a eu une indulgence catégorique. Je vous fais part, mais rappelons-nous le traitement. Alors on peut en penser ce qu'on en veut, et puis ça paraît de l'histoire ancienne. Rappelons-nous le traitement qui était réservé à Manuel Valls, Premier ministre. Ah là là. Mais oui, mais attendez, ça donne des points de repère. Alors il y a le personnage, il y a ce qu'il a fait depuis, c'est tout à fait autre chose. Mais il était sur ce terrain-là, en pointe et isolé. Et il n'a pas été combattu, il a été méprisé. On l'a traîné plus bas que terre. Oui, enfin, Laurence, notre auditrice nous dit oui, d'accord, on le mesure aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Et Riss, ce matin, dénonçait dans une interview un moralisme encore plus dangereux et au contraire, aujourd'hui... Il fait allusion à quoi en disant ça ? Un nouveau moralisme de plus en plus menaçant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'autocensure qui fait que la peur est là et que... oui, il y a une prise de conscience, mais il y a aussi une peur qui est... Entre-temps, je ne sais pas ce que c'est que le moralisme. Je vais vous dire, j'ajoute juste ceci. Entre-temps, l'islamisme radical a progressé. Souterrainement, publiquement, etc. Mais la lutte aussi a progressé. Alors attendez, on peut se faire plaisir, mais... La lutte aussi progresse. On a une auditrice avec nous, Barbara. Pardon, Barbara, de vous avoir fait attendre. Bonjour, Barbara. Bonjour Valérie, et bonjour. Tous mes vœux à vous. Bonne année à vous également. Alors, moi, je suis extrêmement frappée parce que Charlie Hebdo, pour moi, a été trahi. On a trahi Charlie Hebdo parce qu'ils ont été assassinés dans des conditions effroyables. Et au lieu d'en tirer des leçons, au lieu de se dire maintenant il va falloir se battre pied à pied pour la liberté d'expression, pied à pied pour qu'on ne traite plus personne de facho, de sans-dents ou de blasphémateur parce qu'il n'est pas d'accord avec la pensée majoritaire exprimée dans les médias. Je ne parle pas de Sud Radio, bien évidemment. Et dans le monde politique, pour moi, on a trahi Charlie Hebdo, qui représentait, qui incarnait la liberté d'expression. Je n'étais pas toujours d'accord avec la manière dont il le faisait, mais je suis d'accord avec Voltaire, il fallait les défendre. Et on les a trahis. Aujourd'hui, on n'ose plus rien dire. C'est-à-dire, dès que vous ouvrez la bouche, on vous regarde de travers, on est contre vous. Avec un peu de chance, vous avez un procès, vous passez dans un tribunal, alors que c'est la liberté d'expression qui va sauver la démocratie et rien d'autre. Ouais. C'est la liberté d'expression qui est le pilier de la démocratie. Oui. Merci Barbara de votre appel. Mais je suis d'accord sur ce que dit Madame, évidemment, mais en même temps, il faut remarquer, je sais bien que nos amis aiment taper sur le gouvernement, mais encore une fois, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites pour lutter contre cette problématique. La DGSI vous ne pouvez pas dire ça. Mais vous parlez de l'aspect policier, mais où est le discours du président de la République sur la laïcité ? Mais Valérie, où est le discours du président de la République ? Mais moi, je vois le côté opérationnel. Pour moi, c'est... mais le discours du président de la République, je m'en fous. Moi, je regarde les policiers qui travaillent tous les jours sur le terrain, qui font un travail formidable pour lutter contre cette problématique qui est envahissante, de plus en plus envahissante. Je suis d'accord avec
avec vous. Mais sachez que la police fait ça va au-delà. Putain de travail extraordinaire. On est d'accord. Je crois que personne ne conteste. Mais si, vous avez l'impression. Non, personne ne conteste que la police se batte et que la police se batte et les progrès qui ont sans doute été faits. Mais la question, ça va au-delà. Sauf à mettre un policier non radicalisé derrière chaque citoyen, il faut bien faut aller au-delà. C'est un problème, vous l'avez dit tout à l'heure, d'éducation. C'est aussi un problème de position politique générale. C'est un problème qui dépasse très largement, qui ne se réduit pas à des problèmes de police. Il ne suffit pas d'augmenter les moyens de la police pour régler le sujet. Le discours politique est important aussi. Moi, je présenterai les choses de façon un peu différente et volontairement provocatrice, mais je suis convaincu que plein de gens... Ce n'est jamais le cas. Il adore provoquer. Pour une fois. Mais pour une fois, je me faire violence. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un conflit très profond dans la société française entre des élites qui s'appuient d'une façon ou d'une autre sur les minorités pour tenir le pays, pour tenir le système. Et on le voit à Paris. Anne Hidalgo adore construire des logements sociaux où on met des gens appartenant aux minorités. Et comme ça, les familles moyennes partent parce qu'elle sait qu'ils ne votent pas pour elle, que ces familles ne votent pas pour elle. Aujourd'hui, il y a une alliance objective entre les élites qui tiennent le pays et ces minorités qui sont autant d'instruments pour contrôler le pays. Et la France profonde ou la France moyenne qui est attachée à son identité, qu'elle croit profondément chrétienne, qui est hostile au port du voile, qui est hostile aux pratiques musulmanes, qui est hostile à l'orthopraxie musulmane. Très longtemps, les musulmans qui sont arrivés en France se fondaient dans la masse. Ils buvaient de l'alcool, ils mangeaient du cochon. Moi, j'en connais, syndicalistes CGT musulmans, qui étaient les premiers à boire leur coup de rouge et à manger du saucisson. Et que je suis inquiet de voir ou maintenant... de pratiquer leur religion, ils ont le droit de respecter leur religion dans leur... Maintenant, je suis inquiet de voir qu'à la CGT, les anciens musulmans qui trouvaient normal de boire leur coup de rouge, maintenant expliquent oui, mais non, mais finalement, c'est mieux de revenir à une pratique saine. Pourquoi ? Parce qu'il y a en effet une montée en puissance de l'orthopraxie musulmane poussée par les élites françaises. Et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a ce conflit entre... que je présente de façon binaire, c'est plus compliqué que ça bien entendu, mais il y a ce conflit au sein de la société française. Il ne sera réglé que lorsque nous aurons renouvelé les élites et que nous accepterons de rentrer dans la voie d'un nouvel édit de Nantes où nous réglerons ce que les musulmans ont le droit de faire dans l'espace public et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, comme à l'époque Henri IV avait édicté les règles pour la pratique du protestantisme. Il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est que je pense que tout le monde dit que la loi de 1905 est intouchable, qu'elle est parfaite, etc. Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut repenser, et c'est pas facile, et je comprends que le président de la République ou d'autres hésitent à le faire, mais je pense qu'il faut repenser la loi de 1905, et qu'il faut effectivement redéfinir des règles de pratique de la religion, mais pas seulement d'ailleurs pour les musulmans, pour l'ensemble des religions sur le territoire français. Et les religions elles-mêmes doivent évoluer. Oui. Moi, au passage, il manquerait plus que ça, qu'on remette en... je respecte cette analyse, je ne la partage pas du tout. Il manquerait plus qu'à aujourd'hui, on remette en cause la loi de 1905. Peut-être faut-il la compléter, la moderniser, j'en sais rien. Il manquerait plus que ça. Aujourd'hui, alors là, c'est la division généralisée. Mais je voudrais réagir sur la mise en cause des élites que je trouve pertinente très largement. Mais là où j'introduirais une nuance, en tout cas à titre personnel, c'est que les élites aujourd'hui, elles ont deux caractéristiques. Premièrement, elles sont, les sondages aidants, il n'y a pas que les sondages, mais enfin ils donnent un éclairage, elles sont aujourd'hui violemment rejetées. Bon, donc si elles sont notamment à cause de ça. Oui, alors effectivement, c'est dans le cadre de notre débat. Si elles sont à la hauteur de ce qu'elles estimaient, c'est-à-dire la capacité à diriger aujourd'hui et demain le pays, j'espère, je pense, qu'elles sont capables de s'interroger sur le pourquoi de ce rejet, sur la violence de ce rejet. La deuxième chose, j'en finis là, c'est que je trouve trop facile, pardon, mais c'est comme ça que je le ressens, de dire les élites. La vérité telle que je la ressens est la suivante, les élites sont aujourd'hui violemment divisées en leur sein. Il se passe un débat de fond au sein, qui n'apparaît difficilement, qui émerge difficilement, mais alors c'est pas pour se rassurer à bon compte, c'est bien tardif, c'est insuffisant, je sais pas sur quoi ça va déboucher, tout ça d'accord, mais on ne peut pas parler des élites globalement
et d'autre part sur le mode d'élite aveugle. Elles ont mis du temps pour ça, mais ça travaille. Il y a des élites qui sont sur l'ancien régime, comme vous l'avez dit d'ailleurs à propos de France Insoumise et autres. Enfin, France Insoumise ne résume pas les élites. France Télévisions. Mais bon, vous pouvez. J'imagine que vous avez d'autres. Par France, d'une manière générale, les suspects. Mais ça travaille et c'est divisé. Alors ça simplifie pas le rôle des élites. Mais c'est pas notre problème. Allez, je vais rappeler quand même les noms de ceux qui sont morts le 7 janvier 2015. Oui. Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Kayat, Charb, Honoré, Bernard Maris, Ahmed Berabet, Mustapha Ourad, Michel Reynaud, Wolinski et Tinius. Ils n'étaient pas tous journalistes, contrairement à ce que peuvent dire certains de façon assez désagréable. Et c'est une tragédie ce qui s'est passé. Oui. Et le 9 janvier également à l'Hypercacher, on en parlera également. Allez, on se retrouve dans un instant et l'actualité, elle est comme ça. On passe d'un sujet à l'autre. On va parler de la réforme des retraites et de l'âge pivot. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, la réforme des retraites. Où en est-on ? Faut-il abandonner l'âge pivot ? Le gouvernement va-t-il faire un petit pas ? En tout cas, plus d'un mois après le début de la grève, Édouard Philippe, ce matin, chez nos confrères d'RTL, estimait qu'il fallait que chacun bouge un peu. Là, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, entre exécutif et syndicats, afin de parvenir à un compromis. Je suis ouvert à des discussions sur beaucoup de sujets. Il a dit qu'il n'était pas fermé à la question de l'âge pivot. Il demande qu'on lui fasse des propositions. Éric Julis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il essaye désespérément de se sortir du faux pas dans lequel il s'est mis lui-même le 11 décembre en voulant lier la réforme, alors pour employer le langage des élites que nous dénonçons par ailleurs, la réforme systémique doublée d'une réforme paramétrique qui était donc ce fameux âge pivot. En fait, il avait un boulevard devant lui qui consistait à dire, dans le nouveau système, il y a un principe de responsabilité, qu'il a dit d'ailleurs, il y a un principe de responsabilité, c'est les partenaires sociaux qui gèrent le système. L'État, lui, pose dans la loi qu'il faut que ce soit à l'équilibre, et ensuite, il demande aux partenaires sociaux, une fois la loi votée, de faire le nécessaire, en tout cas de proposer les mesures qui permettent de revenir à l'équilibre. Bon. Il a voulu aller plus loin, pourquoi je ne sais pas, et il a dit non, l'équilibre c'est 64 ans et à partir de telle année. Et depuis, on va dire, pour une raison très simple, c'est qu'il avait deux alliés potentiels, la CFDT et l'UNSA, qui avaient dit par avance, nous ne voulons pas de ces mesures dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, tout ce qu'on entend depuis, c'est « Ah ben, on pourrait le faire dans Monsieur Berger, on pourrait le faire dans une conférence à côté. » Bon. Le deuxième dit « On pourrait le faire plus tard. » Voilà. Donc, en réalité, il a voulu, si j'ose dire, laver plus blanc que blanc, ou plus à droite que nécessaire. Il a voulu aller jusque-là, et aujourd'hui, il faut qu'il sorte de ce piège. Il n'a pas d'autre moyen que de renoncer d'une manière ou d'une autre, alors ça c'est tout l'art du politique et le savoir-faire, de renoncer, en tout cas temporairement, à ces mesures, parce que sur le fond, je suis persuadé qu'un jour on arrivera à 64 ans et sans doute 44 années de cotisation. Mais c'était pas le moment de le faire. Mais là-dessus, tout le monde sait qu'en effet, on devra baisser les retraites. Mais une fois qu'on a dit ça, ça c'est un petit peu la chronologie. Aujourd'hui, comment on en sort ? Eh ben, on accepte la proposition de Laurent Berger de dire qu'on en discutera dans une grande conférence, dans une autre instance plus tard. Il vient au secours du gouvernement, Laurent Berger. Sauf que on ne sait pas à quoi c'est quelque chose. Moi, je pense qu'il y a quand même un sujet, c'est que on a su hier que le texte était parti au Conseil d'État. Oui, c'est normal, ça. C'est normal, sauf que c'est très compliqué d'envoyer un texte pour avis au Conseil d'État avant de le présenter le 24 janvier et de dire on va négocier. Non, parce qu'en réalité... C'est courant. C'est courant. Sauf que... Non mais Éric, on a toujours fait ça. Enfin, moi, je l'ai fait quand j'étais au ministère de l'Intérieur sur la décentralisation. Tant que le Conseil d'État s'est pas prononcé, on lui propose des amendements, on lui propose des compléments, des évolutions. Ce seront des amendements. Et donc, parce que Marc Fesneau a dit ici que le texte était parti au Conseil d'État. Oui, et donc ça signifie que les négociations, elles ne vont porter sur des traits de crayon. Elles ne vont pas porter sur le contenu du texte. Vous pouvez retirer du texte qui est parti au Conseil d'État, vous pouvez dire au Conseil d'État, la partie sur l'âge pivot est retirée. Et en effet, c'est la seule ouverture qui existe aujourd'hui. Mais personne ne veut perdre la face.
Comment ? Personne ne veut perdre la face. C'est-à-dire que le gouvernement, s'il recule, ou alors c'est une stratégie de lancer cet âge pivot je partage tout à fait votre analyse. La façon dont le Premier ministre a renvoyé dans les cordes la CFDT sur l'histoire de l'âge pivot reste pour moi absolument incompréhensible, plus juppéiste que Juppé. À ce moment-là, ça relève de la psychanalyse. Oui. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il est piégé par la décision qu'il a prise, parce que comme du temps a passé, des manifs continuent, les blocages se poursuivent, etc. Premièrement, il n'est pas sûr que si on retirait aujourd'hui l'âge pivot, ça aurait l'effet que ça aurait pu avoir s'il avait été fait au moment où la CFDT tendait la main, la CFDT et l'UNSA tendaient la main pour une négociation. Et d'autre part, en tout état de cause, il est profondément abîmé politiquement, le Premier ministre, dans cette affaire. Et je vais aller très loin, c'est supputatif, mais j'en arrive à me demander, enfin, si je veux dire, si son destin à Matignon n'est pas en cause à court moyen terme. Après les municipales, moi je pense que... C'est-à-dire qu'il a commis une erreur. Moi j'appelle ça une erreur. Ce qui va se passer, c'est qu'il va, d'une manière ou d'une autre, ils vont trouver un habillage pour y renoncer, pour cacher le renoncement, la reculade. Oui, mais nous nous chargerons de mettre le titre. Le conflit va continuer, mais en pourrissant. Et puis il y aura des événements au moment de la présentation du texte de loi, au débat parlementaire. Comme on a connu pour la réforme de la SNCF en 2018, on a déjà oublié, mais il y a eu toute une série d'actes. La loi sera votée, les municipales arriveront, et après les municipales, le président de la République changera. Vous avez remarqué ces jours derniers, vous avez remarqué l'omniprésence, enfin la forte présence en tout cas de Bruno Le Maire. Et de Richard Ferrand. Oui, de Richard Ferrand, mais Bruno Le Maire comme un potentiel Premier ministre. Ça va être compliqué. Qui dit, mais c'est urgent, il faut un compromis, c'est urgent, c'est possible, etc. Tiens. Éric est en ligne avec nous de Béziers. Bonjour Éric. Bonjour sur Radio, merci de les paroles. On vous écoute. Même si mon avis personnel de petit citoyen français ne compte pas beaucoup dans ce pays. Si, on est tous à égalité et on est tous des citoyens français. Oui, mais pas au niveau du gouvernement. Non, ça c'est sûr. On est d'accord. Mais écoutez, moi, mon avis est simple, c'est que je suis contre le fait d'établir un âge pivot à 64 ans, parce que j'estime que faire travailler des gens plus longtemps, c'est aussi de créer beaucoup plus de problèmes au niveau de notre sécurité sociale. Je m'explique. Moi, je travaille dans le bâtiment. Dans le bâtiment, ça fait 25 ans que je suis dans le bâtiment. Beaucoup de mes collègues ne sont pas arrivés jusqu'au bout, jusqu'à la retraite. Parce que nous avons des travails physiques. Le problème de la France, c'est que nous sommes gouvernés par des énarques bureaucrates qui ne connaissent pas la valeur du mot travail. Voilà, le travail réel, la majorité des Français, je dis bien la majorité des Français, ont un travail physique et usant. Il n'y a pas que le bâtiment, il y a tout le travail de l'hôtellerie, et j'en passe, la restauration, on pourra en citer des milliers. La santé. Tout à fait, il faut se rendre à l'évidence. Et puis les autres, ils ont plus de boulot quand ils sont cadres dans les bureaux, on les vire à 50 ans, voire avant. Si, Éric Julie n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec vous. L'âge moyen de départ à la retraite actuellement, c'est 63 ans et demi. 63 ans et demi. Mais dans quel état pour certains, voilà. Mais 63 Donc ans vous et demi. dites vous dites qu'en général, on n'y arrive pas. Ce qui montre d'ailleurs la limite de la discussion sur l'âge pivot à 64 ans, parce qu'on parle de 6 mois dans une... Ça rend encore plus mystérieuse la décision psychorigide. Donc Éric, juste pour terminer, donc vous dites voilà, on peut pas décréter un âge comme ça pour tout le monde. Mais surtout que dans mon cas, j'ai commencé à travailler à 16 ans. J'aimerais qu'on m'explique et qu'on me dise si je vais être obligé de travailler jusqu'à 64 ans. Non. Dans ces cas-là, je serai obligé de cotiser 48 ans. Voilà. Merci Éric. Alors Éric Julie, effectivement, c'est d'ailleurs une des solutions qui a été avancée, en tout cas évoquée. Pour les carrières longues. C'est de dire qu'il pouvait y avoir des âges pivots différents selon les types de carrières et selon les personnes. C'est clair qu'on ne peut pas traiter de la même manière les gens qui travaillent dans le bâtiment, qui goudronnent les routes, évidemment. Et puis les employés de bureau comme moi, qui ont passé toute leur vie dans un bureau. Ça, je crois que tout le monde le comprend. Alors, on le fait autour de la notion de pénibilité, on peut le faire autour de la durée de carrière, ce qui avait été fait d'ailleurs par les lois précédentes
quand on a remonté l'âge de la retraite à 62 ans, qui était un bon dispositif, 42, qui étaient des dispositifs disant ceux qui ont commencé à 16 ans, c'était le compromis qui avait été trouvé en 2003, pourront partir plus tôt. Voilà, tout ça, ça s'adapte, et c'est pas contraire à l'idée d'un régime universel, contrairement à ce que tout le monde raconte. Mais si on met les régimes spéciaux en plus, quand même, il faut en parler, parce que l'âge pivot, c'est une chose, mais les fameux régimes spéciaux, RATP, SNCF, dont on parle tant, ce sont les premiers quand même à monter au créneau, ne pas vouloir se remettre en question là-dessus. C'est clair. Enfin, à un moment donné, il faut se rendre compte que les régimes spéciaux, c'est nous qui les finançons avec nos petits impôts, quoi. Absolument. Les 8 milliards, je crois que c'est. C'est ça. Il faut que tout le monde se pose des questions. C'est que la gravité et d'abord la complexité de ce dossier a été pas pris en compte au départ par le gouvernement. On était persuadé parce que les arbitrages de base n'étaient pas rendus. En réalité, dans un système par points, la communication a été désastreuse. Oui, dans une communication désastreuse plaquée sur une absence de navigation. C'est à suivre, évidemment. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera à ce micro. Vous êtes sur Sud Radio et on est content d'être avec vous. À demain, 10h pour d'autres infos. Bonne journée.